C'est en 1976 que la ville de Montréal reçoit les Jeux olympiques. Pour ce faire, la métropole a dû mettre sur pied un stade qui pourrait accueillir tous sports confondus. Sa construction est l'une des pages les plus importantes de l'histoire contemporaine du Québec. C'est en décembre 1969 que Jean Drapeau a annoncé que Montréal recevait les Jeux olympiques d'été de 1976. Peu de temps après, le CIO donne à Montréal le mandat de l'organisation des Jeux. Le 12 mai 1970, à Amsterdam, les membres du Comité international olympique accordent les Jeux de 1976 à Montréal. Au Québec, la nouvelle provoque une explosion de joie. Après avoir donné à Montréal un métro, des grands boulevards, une exposition universelle et un club de baseball des ligues majeures, ne voilà-t-il pas que le maire Drapeau avait obtenu la tenue d'un événement aussi grandiose que les Jeux olympiques? Cette construction a débuté en 1973. Ce stade est composé de 12 000 éléments préfabriqués et pèse jusqu'à 150 tonnes. Il peut accueillir tout près de 65 000 personnes. De son surnom Big O, le stade est situé dans le parc olympique de Montréal, à l'intérieur du quadrilatère formé par la rue Sherbrooke, le boulevard Viau, l'avenue Pierre de Coubertin et le boulevard Pineuf, dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Il se situe tout près du parc Maisonneuve et du jardin botanique. C'est un endroit accessible pour tous, puisqu'on peut y entrer directement par les stations Pineuf et Viau du métro souterrain. Avec les années, on y accueille divers événements à grand déploiement, comme des concerts et des épreuves sportives d'envergure. Le génie du stade, c'est son architecture radicale. C'est de penser en dehors de la boîte. Il n'y a rien comme le stade. Ceci dit, ce chef-d'œuvre d'architecture moderne organique, créé par Robert Taillibert, cache une toute autre vérité. Depuis 1968, les astronomes détiennent un grand secret. La NASA a découvert une nouvelle planète par accident lors de sa mission XR 92. Très peu d'informations ont été divulguées à ce sujet puisqu'il s'agissait d'une mission test pour se préparer à la mission Mariner 9 prévue quelques années plus tard. Cette sonde de test devait contribuer à l'exploration de Mars. Elle a plutôt dévié de sa trajectoire, permettant ainsi aux astrologues de constater l'existence d'une nouvelle étoile. Elle se situe dans notre système solaire, non loin de Mars, à 3 millions de kilomètres de celle-ci pour être plus exact. Avec les images satellites, on a pu y apercevoir de la vie. Une sorte de structure ovale ressemblait vaguement à un vaisseau extraterrestre tel qu'on les connaissait à cette époque. En faisant leurs recherches, les astrophysiciens ont découvert qu'on pouvait recevoir des ondes provenant de cette planète à certains endroits sur Terre. Montréal, ayant la géolocalisation parfaite pour ce faire, a mis sur pied une infrastructure dotée d'une antenne pour communiquer avec celle-ci. Le Stade olympique. C'est le 6 avril 1972 que la métropole dévoile la première maquette du futur Stade olympique devant la presse nationale. Le 6 avril 1972, la ville dévoile ses projets au cours d'une conférence de presse. Le maire Drapeau et ses collaborateurs rêvent de jeux modestes. C'est à partir du moment où les premiers budgets ont été déposés, 74, je pense, et où on parlait de 310 ou 320 millions de dollars pour toute l'aventure olympique, que les journalistes ont commencé à poser des questions et à se dire 310, 320 millions, il nous semble que c'est pas, même si à l'époque c'était un montant considérable, mais compte tenu, surtout quand on a publié la maquette, le fameux stade de M. Taillibert, les piscines, le vélodrome et tout l'ensemble du parc olympique, qu'on a commencé à douter. C'est en effet une idée de l'architecte français Roger Taillibert de construire un stade à l'aide de plans d'un vaisseau extraterrestre fourni par la NASA pour faciliter la communication avec la nouvelle planète. Monsieur Taillibert is not content to be called an architect or an engineer. He prefers to describe himself as a builder who can go into raptures about his Montreal work. Ce bâtiment exprime là
This building contains the first large structure that actually leans into space. But at the same time, it is a structure that is perfectly balanced. Look, it's stable, even though it's a model. It's balanced by its center of gravity. This balance is part of my concept. Le mât, aussi appelé la tour de Montréal, surplombant le stade, est la plus grande tour inclinée au monde avec 165 mètres de hauteur au-dessus du sol et une inclinaison maximale de sa face avant de 45 degrés. Cette inclinaison calculée permet donc de meilleures communications entre la Terre et cette toute nouvelle planète inconnue à cette époque. Le gouvernement a laissé croire à ses citoyens qu'un toit rétractable allait être construit pour permettre l'utilisation des installations tout au long de l'année. Malgré le climat montréalais, le toit devait respecter les règles olympiques stipulant que les Jeux devaient se dérouler dans un stade ouvert. La cérémonie, qui n'a duré qu'une vingtaine de minutes, a quand même été étroitement surveillée par les responsables du stade qui ont empêché des centaines de spectateurs de s'asseoir dans leurs bancs tant qu'ils n'étaient pas certains qu'aucun marteau ou clou n'avait été oublié sur le toit. Parmi mes informateurs, j'avais évidemment des architectes et des ingénieurs. La plupart trouvaient ça très, très compliqué. Cependant, les câbles d'acier n'ont été construits que pour permettre à la tour d'être inclinée, pour pouvoir entrer en contact avec la nouvelle planète. Le projet de toit rétractable a été mis de côté après de nombreux essais infructueux. On n'a pas la science infuse au Québec non plus. On aurait dû, je pense, avoir la sagesse d'aller chercher une bonne expérience de gestion de grands projets délicats. De ce fait, les Montréalais sont loin de se douter de la véritable raison du développement de cette architecture. C'est un investissement important parce que non seulement c'est une structure architecturale extraordinaire, mais avec la façon dont on a refait toute la mission du Parc olympique avec les événements, vous avez vu les Mets contre les Jays et tout ça. Si on a 150 jours d'événements, cette toile va être rentable de toute façon. Puis pour moi, je pense qu'il faut le faire. Dans le mât, on y retrouve une place d'observation accessible aux touristes. Par conséquent, les gens sont bien loin de se douter qu'un étage plus haut est consacré aux recherches et à la communication extraterrestre. La planète nommée XR92, en hommage à la mission qui a permis sa découverte, est en orbite autour de sa propre étoile, qui est encore difficile à percevoir. Elle est petite, ayant environ 25% de la masse de notre Soleil, avec une température de surface inférieure de moitié. Elle fait presque la taille de la Terre, environ 10% de plus, et fait le tour de son étoile en 100 jours. Elle reçoit 90% de l'énergie fournie par le Soleil à la Terre. Donc, cette découverte-là amène une possibilité qui est unique d'aller étudier en détail la chimie de l'atmosphère d'une planète de 4 à 7 fois la masse de Jupiter, qui pourra servir à comprendre après ça toutes celles qu'on découvrira autour d'étoiles dans notre voisinage. Hubert Reeves, grand astrophysicien québécois diplômé de l'Université McGill en 1955, s'associe au projet de la NASA dans les années 80. Malgré qu'il soit nomade entre les États-Unis et le Canada pour ses contrats, il passe tous les mois d'octobre au Québec pour enseigner la cosmologie à l'Université de Montréal. Grâce à ses connaissances, il aide à mieux comprendre l'origine de la vie sur cette planète mystérieuse. Il garde malgré tout secret ses activités associées à la NASA. On ne peut pas développer de civilisation, on ne peut pas avoir de vie sur la Terre, que ce soit animale, végétale et humaine, sans avoir des sources d'énergie importantes. Et nous vivons dans une civilisation qui est insatiable, qui a besoin. Et si on coupait aujourd'hui les sources d'énergie, on retournerait dans un état lamentable de grande pauvreté et de grande misère. Donc il est évident qu'il faut de l'énergie. On voit comment toute l'histoire de l'humanité, ça a été de développer des sources d'énergie. Ça a été d'abord le feu, et puis ensuite on a utilisé le pétrole, et puis maintenant on est le charbon, et maintenant on a découvert l'énergie nucléaire. Ce qu'il faut se demander, c'est précisément quels sont les risques, qu'est-ce qui est attaché à ces développements. En 2015, David Lafrenière se joint à l'équipe.
Diplômé de l'université McGill et ayant fait sa maîtrise en astrophysique à UCLA, il est indispensable au laboratoire de recherche. Il se spécialise dans l'étude de naines rouges, naines brunes et des exoplanètes. C'est grâce à lui et deux de ses collègues qu'on découvre en 2008 le système planétaire multiple HR 8799. Two scientists made one of the most exciting discoveries in the history of astronomy. They found the first planet outside our solar system. Grâce à ses talents de traitement d'image, il peut facilement décoder celle que reçoit la tour du stade. Avec son expertise incroyable d'analyse, c'est lui qui découvre que cette planète est en orbite autour de sa propre étoile. Pendant plusieurs années, avant l'arrivée de M. Lafrenière, on croyait que cette planète orbitait autour de Mars. Par contre, il faut encore quelques années de recherche afin de pouvoir en savoir plus sur cette toute petite étoile. On a réalisé qu'on pouvait améliorer la qualité de détection d'un facteur à peu près 2 ou 3. Donc ça permet d'une part d'avoir des mesures plus précises de la brillance de chacune des planètes, parce qu'on réussit à atténuer le bruit dans l'image. Donc on a des mesures plus précises du flux des planètes, aussi une meilleure mesure de leur position, ce qui permet de mieux déterminer leurs orbites. On pourrait aussi détecter des planètes plus faibles s'il y en avait dans le système, parce qu'on améliore la sensibilité de l'image. Le mât du stade olympique a été construit spécifiquement pour permettre une communication efficace entre la Terre et XR 92. Montréal devient très illuminé quand le soleil se couche, ce qui rend presque imperceptibles les étoiles. Des installations scientifiques telles que des télescopes très puissants et un centre d'observation y sont accessibles pour les astronomes. En réalité, il ne s'agit pas d'un télescope, mais de 4, chacun étant doté d'un miroir de 8,20 mètres de diamètre. Ça signifie que chaque télescope du VLT est 2 fois plus grand que le plus grand télescope de la CIA. Mais ce n'est pas tout. En plus, ces télescopes ont été conçus pour travailler en collaboration, créant alors une sorte de super télescope géant qu'on appelle un interféromètre. Cet outil combiné est si puissant qu'en théorie, il pourrait distinguer les phares d'une voiture sur la Lune. Si on met de côté les télescopes spatiaux tels que Hubble, le VLT est aujourd'hui l'équipement astronomique le plus productif au monde. En l'espace de 20 ans, il a permis une quantité de découvertes phénoménales, ainsi que de nombreuses premières scientifiques. Sur le toit de la tour, y est installé du matériel dont seuls les experts y ont accès. Certains spécialistes préfèrent travailler de nuit, lorsque tout est calme et que l'obscurité totale règne sur la métropole. Avec le développement de la technologie, la NASA a obtenu plusieurs informations cruciales qu'elle garde évidemment secrètes. Tout porte à croire qu'une forme de vie différente de la nôtre serait confortablement installée sur cette planète depuis des millions d'années. Que faut-il exactement pour qu'une planète soit habitable? L'eau à l'état liquide est indispensable, de même que l'atmosphère et l'oxygène. Si on s'en tient à ce qu'on sait de la vie sur la Terre, on n'a pas beaucoup de chances de trouver parmi ces planètes des planètes habitables, étant donné que ou bien les températures sont trop élevées ou trop froides ou changent trop entre le jour et la nuit, comme c'est le cas sur la Lune où on passe de moins 100 degrés à plus 100 degrés. On a tendance à dire qu'il faut que la température garde quand même une certaine stabilité, de sorte qu'il n'y a pas en ce moment de cas où quelqu'un pourrait dire il y a de bonnes chances que la vie apparaisse là, mais on peut penser qu'avec les années, les nouvelles découvertes, on découvrira bientôt des planètes qui ressemblent suffisamment à la Terre, ça c'est un cas où on sait que la vie est possible et donc qui pourrait être habitable, ce qui ne veut pas dire qu'elle soit habitée, bien sûr, mais elle pourrait être habitable. Mais est-ce qu'une forme de vie inconnue à ce jour pourrait se développer basée sur d'autres critères que ceux que l'on connaît? Alors, est-ce qu'on pourrait trouver de la vie sur une planète qui n'a ni eau, ni oxygène, ni atmosphère? Ben là, ça pose la question de qu'est-ce qu'est la vie, justement. La vie, on en connaît des formes différentes ici, sur la Terre. La vie, c'est un corps qui peut se reproduire, se manifester, agir
poser des questions, écouter le web, tout ça, c'est la vie. Ce qu'on découvre progressivement, c'est qu'il y a des formes de vie qui sont bien différentes de ce qu'on croyait auparavant. En d'autres termes, la vie peut être constituée de phénomènes qu'on ne croyait pas être possibles. Je pense que c'est plutôt dans notre besoin de fraternité qu'il faut se poser la question. Mais est-ce qu'on est vraiment prêt à voir des vies qui ont eu une évolution totalement différente, qui ont une évolution autre? Si la vie, c'est je nais, je vis, je donne de l'énergie, je meurs et je me suis reproduit, les étoiles, c'est de la vie. Toutefois, des signaux reçus par l'antenne du stade indiquent qu'une nouvelle forme de vie, encore inconnue pour les humains, y logerait. L'univers a l'air quand même très prolixe et très inventif. Si jamais Hubert Reeves a raison à la question de tout à l'heure, c'est-à-dire si jamais il pense que tout ça est viral et que la vie n'est pas un truc qui a des conditions si sévères que ça et que ça peut se répandre dès que ça en a la possibilité, je pense qu'il faut s'attendre à des surprises peut-être qui dépassent notre entendement. Je pense que la vie dans l'univers, si on en parle, il faut s'attendre à ce qu'elle dépasse notre entendement. Il faudrait s'attendre à rencontrer des choses qu'on n'est pas capable de considérer comme de la vie, peut-être. Les informations que détiennent la NASA grâce à la construction du stade olympique sont toujours secrètes. Serait-ce grâce aux communications avec XR92 que la technologie évolue à la vitesse grand V? Selon Statistique Canada, un Canadien sur 3 croit à l'existence d'extraterrestres. L'Alberta compte 50% de ses citoyens qui pensent qu'une forme de vie extraterrestre existerait, tandis qu'au Québec, on compte seulement 36% de la population qui croit à ce phénomène. Les milléniaux sont ceux qui sont les plus ouverts à l'idée. S'ils pouvaient voyager jusqu'à la Terre, serions-nous prêts à accueillir des êtres vivants différents de nous? Ou peut-être nous ont-ils déjà visités?